bonjour. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter quelque chose que je fais rarement sur cette chaîne YouTube, c'est-à-dire une formation qui va durer un petit peu plus longtemps. Généralement, ce sont des petits tutoriels, des petites capsules de 2 à 5 minutes, 10, 11, 12 minutes pour les plus longues. Là, cette fois-ci, vraiment, je vais vous offrir finalement un atelier subdivisé en 3 parties, regroupant pas mal ce qu'on a, peaufiné au fil des sessions et des années, dans des collaborations avec des enseignantes, enseignants, dans différents cours. Donc, et portant essentiellement sur les médias sociaux, les communications numériques. Donc, comment gérer l'information, comment gérer l'information qu'on reçoit au niveau du numérique. On reçoit l'information de partout, de différentes plateformes, différents services, donc de différents médias. Comment gérer notre empreinte numérique également et comment gérer nos communications qui sont euh, généralement étudiantes, hein, l'atelier actuellement en ligne s'adresse davantage au personnel enseignant qui, eux, elles, devront éventuellement ou pourront éventuellement transmettre certaines parties ou l'entièreté du matériel qu'on voit ici à leurs étudiantes et étudiants. Donc, les communications numériques qui partent de communications étudiantes et qui deviennent des communications universitaires, des communications professionnelles, des communications vraiment sur le marché du travail. Donc, des communications qui doivent migrer, hein. Nos étudiants et étudiantes arrivent du secondaire et doivent apprendre finalement donc à métamorphoser le type de communication qu'ils, elles, se permettent d'avoir, de transmettre à leurs pairs, hem, à leurs profs, qui s éventuellement à leurs supérieurs, sur le marché du travail et cetera. Donc, c'est pas mal à ça que ça sert, cette trilogie de de formation-là. Les médias sociaux, c'est un vieux dada. Personnellement, à l'époque que j'étais enseignant d'histoire et politique, c'était aussi une passion, donc la sensibilisation et l'éducation auprès de mes étudiants et étudiantes face aux médias sociaux, face aux communications numériques, face à la gestion de toute l'information numérique qu'ils recevaient, mais également face à leur gestion de leur empreinte numérique, les sensibilisations, excusez-moi, les sensibiliser à donc l'empreinte qu'ils laissaient, sur leurs médias sociaux. On s'entend que Facebook, commence à être quand même un média social qui est âgé, malgré tout. Ce n'est plus nécessairement un nouveau média, mais Instagram, Snapchat et cetera. Donc on peut en nommer encore plusieurs. WhatsApp qui commence à prendre quand même, une place de plus en plus importante en Amérique du Nord, alors que, ça fait déjà belle lurette que WhatsApp domine le marché en Europe, en Afrique, en Asie, mais WhatsApp est très, très peu présente comme application, ou comme réseau social en Amérique du Nord, comparativement à Facebook Messenger, à Instagram et autres. Donc voilà. Alors, c'était la petite introduction. Évidemment, n'hésitez pas à communiquer avec moi. David.laplante@cégeps-sherbrooke.qc.ca. Sinon par Mio, David Laplante. Ça va me faire plaisir qu'on discute plus largement du contenu. Et évidemment, si vous avez besoin que je vous guide à travers des ateliers que vous pourriez vouloir présenter dans vos classes, faites-moi signe, je pourrais vous nourrir en termes de contenu didactique, de contenu visuel, et cetera, ou de documentation. Donc, voilà, je vous dirais que c'est une bonne vingtaine d'années minimum euh, derrière la cravate qui m'amène depuis quelques années à offrir ça aux profs. Et comme je ne l'offre plus directement en classe, voilà, je vous l'offre présentement et je m'assurerai d'offrir également des ateliers en présence dans les sessions qui suivront. Donc allons-y pour la toute première partie. Alors on va parler essentiellement en premier donc de gérer l'information. Alors gérer l'information, pourquoi apprendre à gérer l'information? Ben, écoutez, selon votre âge, vous avez peut-être connu ce petit dispositif, hein, cette vieille technologie qui était, tout simplement un meuble de différents petits tiroirs de bois, qui recueillait finalement des milliers de fiches. Alors, pour les enseignants qui n'ont jamais connu ça, je vous explique brièvement parce qu'en fait, c'est tout l'art de comprendre finalement l'offre d'informations, l'offre de médias, l'offre de données. Alors, ben, à l'époque, il s'agissait donc, de bénévoles et de membres professionnels, des bibliothèques qui gérait donc ces milliers de fiches, parfois des millions de fiches, des petites fiches de carton. Et donc, vous aviez dans ce grand mobilier la section des auteurs, la section des thèmes, la section des titres. Euh,
j'en oublie. Mais bref, vous aviez différentes sections et pour chaque section, les tiroirs étaient en ordre alphabétique de A à Z et par la suite donc, comme utilisateur, on arrivait, on fouillait à travers les différents tiroirs donc on essayait de trouver soit par auteur, soit par titre, par thème et cetera et finalement donc, on trouvait des ouvrages qui étaient disponibles dans les rayons de la bibliothèque. On prenait nos petits papiers, on prenait en note la cote. On savait pas trop si le livre était disponible encore, donc on partait voir et peut-être des fois le livre n'était pas disponible. Mais à l'époque donc, le matériel qu'on trouvait dans cette recherche, donc le matériel sur les rayons avait déjà été analysé par des professionnels. Ce matériel avait déjà été analysé de manière critique. Est-ce qu'il est crédible? Est-ce que c'est de la fiction? Et cetera. S'il est crédible, donc à quel point est-il crédible? Et cetera. Et bref, donc le personnel professionnel décidait d'acheter ou non ce matériel pour acheter du matériel crédible au niveau des monographies. Alors que de nos jours, donc, de nos jours, ça ressemble à quoi? Ben, ça ressemble en fait à on tape dans Google et on reçoit des millions de résultats en ayant de la difficulté à départager qu'est-ce qui est crédible, qu'est-ce qui est fictif, et cetera. Qu'est-ce qui est de la désinformation, qu'est-ce qui est de la commandite, de données, et cetera. Parce qu'il y a des commanditaires également à certains sites de désinformation. Alors, c'est là où on est passé de quelque chose qui était très fastidieux, très carton, et cetera. Je vous dis pas que c'était mieux avant, je n'irai pas là, mais je dis simplement que la tâche vient juste le fardeau, de la critique du média, de l'information, est passé de l'épaule des professionnels à l'épaule des utilisateurs, utilisatrices. Alors, c'est ce fardeau justement qu'on doit, sensibiliser, pour lequel on doit sensibiliser nos jeunes sur comment, analyser de manière critique et efficace son information. Donc, ben, voilà, ou fait que oui, anciennement, on cherchait de manière très, rudimentaire, très cartonnée. Maintenant, ben, voilà, on peut chercher et on peut obtenir des millions d'informations. Hem, on peut évidemment aussi se doter de certains trucs, évidemment, de chercher au niveau des avec une langue précise. Si on se dit: «Ben oui, les recherches sont beaucoup plus efficaces, en allemand», ben, on peut aller chercher, des traducteurs pour faire des recherches en allemand ou en espagnol ou en anglais, évidemment, plutôt que de toujours juste se limiter à une recherche de langue française sur notre moteur de recherche. Alors, bref, c'est toujours bon d'être conscient de ça, mais il faut aussi être conscient que Google, évidemment, ce n'est absolument pas un moteur de recherche qui est parfait, hein. Il faut jamais oublier que Google la recherche Google va s'adapter à l'utilisateur ou à l'utilisatrice, alors que ce soit pour sa région. Alors, on est de Sherbrooke, ben, quelqu'un qui est de Sherbrooke va donc influencer son propre moteur de recherche et il va devenir finalement, son moteur de recherche va commencer à le profiler et sans même, paramétrer ou préciser à son moteur de recherche d'où il vient, quel âge, cette personne a, quel est le genre de cette personne et cetera, quelles sont les habitudes de navigation, quels sont, quel est le moyen financier et cetera. Le moteur de recherche va rapidement le profiler. Autant par rapport à ses discussions verbales, parce que finalement, les Apple Android, Google donc et autres, géants de ce monde, qui dirigent le monde des cellulaires ont finalement, après des années, ont finalement accepté d'admettre que les appareils mobiles entendaient et captaient, les discussions à temps plein, pas seulement lorsqu'on leur parle directement. Donc Siri et autres, nous entendent, nous captent et captent, donc enregistrent, donc analysent, donc perçoivent, donc profile nos paroles et nos personnes à travers tout ça. Alors, non seulement il y a ça, mais donc c'est à la fois nos discussions verbales non numériques et notre utilisation numérique qui viennent profiler notre propre personne, qui viennent construire notre propre profil utilisateur, utilisatrice, pardon. Alors bref, la région, l'âge, les habitudes, et cetera sont profilés, ce qui veut dire que ça vient teinter énormément les résultats de recherche. Alors c'est vraiment important finalement de commencer à paramétrer davantage ou filtrer davantage nos résultats de recherche parce que ce ne sont pas les premiers résultats qui sont nécessairement les meilleurs. C'est juste ça que ça veut dire. Vous obtenez des millions de résultats et ça se peut bien que les 50-75 premiers
soit juste en fonction de votre profil de chercheur ou de chercheuse et non pas en fonction de la qualité de l'information. Parfois, ça marche, on reçoit les meilleures qualités, mais pas toujours. Il faut vraiment rester fragile, sensibilisé à ça. Bref, lorsqu'on veut commencer à filtrer, ben, il y a différents outils. Alors, évidemment, vous avez donc la recherche avancée de Google et la recherche d'images avancée de Google. J'y reviens pour ce qui est des images, mais d'abord, avant tout, ce qui nous intéresse, c'est donc filtrer nos résultats de recherche. Alors, on peut tout simplement aller chercher donc l'outil de recherche avancée de Google et de cette manière-là, on est capable de venir vraiment euh, davantage filtrer ce qu'on cherche. Donc, on peut rentrer des mots-clés. Ensuite de ça, on peut rentrer des mots-clés exacts. On peut entrer, entre autres, des exclusions. Si on cherche, bon, l'exemple que je donne souvent, c'est si on cherche du matériel concernant les bébés. Ben, ici, on peut toujours, préciser, qu'on exclut les mots suivants, donc pornographie, 3X, et cetera. Parce que oui, effectivement, bébé peut être malheureusement, lié aussi à une toute autre industrie que cette industrie toute naïve et sympathique, qui est, le l'univers, le monde de nos petits êtres, auquel on tient tant. Donc, on peut filtrer ensuite de ça au niveau linguistique, on peut filtrer la région, et cetera. La dernière mise à jour, donc si on cherche, au niveau sanitaire, on peut demander: «Ben non, moi je cherche vraiment des articles, de la dernière semaine ou du dernier mois ou au moins de la dernière année, au niveau, je sais pas moi, du lavage de mains, des masques, et cetera». Donc on peut vraiment aller chercher, filtrer de manière très efficace pour obtenir les résultats les plus récents possibles. Ensuite de ça, donc on peut vraiment bref, filtrer autant qu'on veut et on peut également aller chercher du matériel si on veut, réutiliser le tout, pas dans un travail scolaire, mais si on veut réutiliser le tout dans du matériel qu'on veut redistribuer de manière gratuite ou à des fins commerciales. Donc, on peut filtrer pour obtenir du matériel qu'on pourrait réutiliser. Donc, ce qu'on dit libre de droit d'usage. Ici, on a libre de droit d'usage et de distribution. Ici, c'est y compris à des fins commerciales. Faut faire attention parce que généralement, ici, c'est à but non lucratif. Donc, petite nuance très importante dans ce qu'on appelle le Creative Commons ou l'univers du matériel libre de droit d'usage. Donc, voilà pour ce qui est de la recherche avancée Google. Donc, il s'agit d'un outil qui est fort intéressant, fort utile, hem, vraiment à considérer. On parlait également donc, en parallèle de l'outil de recherche avancée d'images. Alors, il faut savoir qu'on peut aller chercher un outil de recherche avancée d'images Google. Et à quoi ça sert? Ben, écoutez, il faut toujours se souvenir que c'est pas parce qu'on cherche une image et qu'on trouve des images sur Google Images que ces images s'offrent à nous. L'exemple concret que je donne toujours, c'est parfait, utilisons toujours dans la famille de Google, utilisons Google Street View. Promenons-nous sur Google Street View. Ben, je me promène sur Google Street View et je vois des voitures, je vois des maisons. Allons sur Google Earth, on voit toutes sortes de maisons. C'est pas parce que je vois les voitures ou les maisons sur ces services qui s'offrent à moi que je peux finalement me les approprier. Je peux pas partir avec la voiture que je vois sur Google Street View. Je peux pas entrer dans la maison que je vois dans Google Street ou dans Google Earth. Je peux pas. Ça fait juste dire que ça existe, c'est là. Mais c'est le même principe pour Google Images. Ça fait juste présenter l'univers du possible, l'univers du présent, hein, donc de tout ce qui est présent numériquement sur la toile. Mais ça ne veut pas dire ces images s'offrent à moi. Alors là, il faut vraiment, vraiment comprendre que c'est pas parce que ça se retrouve là, premièrement que c'est crédible et deuxièmement que c'est disponible. Elles sont présentes, les images, mais elles ne s'offrent pas à nous pour qu'on fasse un copier-coller, tout simplement. Alors c'est là toute l'importance de comprendre le principe ou l'élément clé libre de droit, ou ce qu'on appelle en anglais le Creative Commons. Donc, le matériel libre de droit, lui, s'offre à nous. Lui nous est offert avec même généralement une licence descriptive pour dire est-ce que c'est libre de droit à des fins commerciales ou à
des fins non commerciales seulement. Quelle est donc la licence Creative Commons qui est jointe? Est-ce que je dois absolument préciser d'où vient l'image? Si oui, ben voilà, c'est mon contrat, c'est ma licence que je dois respecter. Est-ce que je dois absolument respecter l'entièreté de l'image sans aucune modification? Certaines images libres de droit vont le préciser. Effectivement, aucune modification n'est permise. Ou vous avez le droit de la modifier, mais toujours en précisant tout de même qui est à l'origine de cette image-là, etc. Donc, ça, c'est l'univers du libre de droit. Si du matériel n'est pas dit libre de droit, on prend pour acquis dès le départ, vraiment par défaut, qu'il s'agit du matériel protégé et qu'il est donc interdit d'utiliser dans son PowerPoint, dans sa recherche, dans son rapport, dans une vidéo, etc. C'est interdit, c'est contre les droits, donc ça ne respecterait pas les droits d'utilisation de l'auteur, l'autrice de cette œuvre. Donc, autant pour enseigner et copier-coller du matériel dans son PowerPoint, en faire des jeux, puis les imprimer ou les utiliser pour d'autres besoins, c'est super important de comprendre qu'il est interdit d'utiliser du matériel qui n'est pas libre de droit. Super important. Donc, une fois que c'est bien compris pour cet aspect-là, alors, ben, ça nous permet en ce moment de faire un filtre, donc d'amener des filtres dans nos recherches afin de trouver les meilleures photos possibles, de manière les plus efficaces possible. On peut venir chercher de la photo noir et blanc selon les régions, selon les types d'images, etc. Et surtout, ce dont on parle depuis tantôt, on peut donc venir chercher selon une licence Creative Commons. Donc, on se permet ainsi de trouver vraiment tout l'inventaire qui peut s'offrir cette fois-ci à nous au niveau de Creative Commons, donc pour retrouver des images qui sont libres de droit. Malgré tout, prenez toujours le soin de vous assurer que ce soit vraiment des images libres de droit. En tant que prof, moi, je vous recommande très fortement lorsque vous copiez-collez une image libre de droit, prenez tout de même le temps de prendre l'URL de l'image, le mettre en petit à côté. Juste question de montrer l'exemple aussi à vos étudiants et étudiantes qui sont là à dire: «Non, non, non, écoute, non seulement je reconnais l'auteur, l'autrice de cette image, je vous donne la source et c'est un strict minimum, même pour des images libres de droit». Et justement aussi, ça vous permet de souligner à vos étudiants et étudiantes: «Oui, oui, cette image est libre». Donc il y a des petites nuances comme ça, dans l'utilisation des images et ben, justement, ça vous permet aussi de vérifier la crédibilité, de vos images à travers tout ça. Alors on poursuit. Donc, on a vu les 2 outils de recherche pour filtrer, pour, améliorer nos recherches. Alors donc, c'est vraiment important d'évaluer la qualité de l'information, et de comprendre finalement ce qui s'offre à nous sur les médias sur les différents médias. Donc apprendre à distinguer la désinformation, la légende, la fausseté. Évidemment, on part de la base, hein, la fausseté, c'est simple, c'est faux. C'est faux d'un bord à l'autre, d'un bout à l'autre. Donc au sens où c'est parti faux, ça l'est encore. Donc, c'est de la fausse information qui est publiée volontairement ou involontairement. Mais donc, voilà, c'est non fondé, c'est sensationnaliste, et cetera. Mais ça part pour juste attirer l'attention, attirer le clic, hem et voilà, tout simplement. La légende, elle, est un petit peu plus complexe, hein. Ça part généralement d'une maladresse, d'une incompréhension, d'un imbroglio. Ça part de quelque chose qui était généralement pas volontaire ou bref, c'est le jeu du téléphone, tout simplement. Généralement, la légende, ça vient de là. L'exemple que je donne toujours, très flagrant dans la culture québécoise, c'est la fameuse idée qu'on accepte les chevals, alors que ça n'a jamais existé. On n'a jamais accepté les chevals. C'est encore le cheval, les chevaux. Ça a toujours été comme ça. Mais donc, hem, voilà, heu, ça appartient en fait, si vous voulez connaître un peu l'historique et le pourquoi, le comment, de la réforme orthographique de 1990-91, il y a d'autres capsules vidéo, qui traitent uniquement de ça, sur la chaîne, donc hésitez pas. Mais donc essentiellement, si on recule 90-91, il y a finalement quelqu'un, dans une chronique d'humeur, qui écrivait à un moment donné dans un journal imprimé à l'époque, oui, oui, qui écrivait tout simplement: «Hey, si ça continue, on va finir par accepter les chevaux, les chevals», excusez. Ben, c'est à partir de là et de fil en aiguille, ça a été récupéré en faisant: «Quoi? Hey, on est rendu qu'on accepte les chevals?» Puis voilà
et depuis ce temps, j'ai même eu des étudiants, étudiantes qui, tenaient mordicus à leur vérité. Non, 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 je me suis fait enseigner que les chevals maintenant ça existait. Alors non, ça n'a jamais existé. Les chevals n'ont jamais été un pluriel accepté. Donc, c'est une erreur. Mais donc, ça part d'une légende. La même chose que les voitures explosent. Les voitures, mis à part quelques exceptions mécaniques, là, mais sinon, on tire sa voiture dans un film, ça explose, c'est une légende. Hein, ça n'existe pas. Ça peut prendre en feu, mais ça n'explosera pas systématiquement comme dans les films. Les requins qui sont dangereux, en fait, ce qui est toujours cocasse de se rappeler, ben, tristement cocasse, c'est que dans les dernières années, les selfies ont fait plus de morts par année que les requins. Ou ex aequo, c'est selon. Mais non, il y a vraiment eu certaines années que le nombre de selfies c'est triste, mais voilà. Bref, les requins ne font vraiment pas tant de morts que ça. Les moustiques en font plus, et les chevreuils aussi cute soit-il. Bref, ce sont des rumeurs, ce sont des légendes, et cetera, mais qui se cristallisent, qui deviennent comme des vérités, mais qui ne le sont pas. Et la désinformation, ben là, ça part généralement de partis politiques, et cetera. Et là, je donne effectivement l'aspect de Donald Trump qui est qui est plus que la personne elle-même, là. C'est la machine derrière la personne. Ce n'est pas qu'une seule unique personne qui a construit toute cette machine de désinformation, mais ce n'est pas que cette personne et cette machine-là. En tant qu'ancien prof d'histoire et politique, je ne me souviens pas personnellement, professionnellement, d'avoir vu un gouvernement, peu importe le pays, peu importe la province, jusqu'à aujourd'hui, qui n'a pas utilisé de désinformation dans ses discours, dans ses conférences de presse, et cetera, pour défendre des positions, des prises de décision, et cetera. La désinformation appartient à peu près à tous les politiciens, politiciennes, malheureusement, de l'histoire. Voilà. Donc, mais bref, la désinformation est présente et donc là, c'est vraiment plutôt de partir d'une vérité et de la déformer ou de la manipuler quelque peu ou un peu plus que quelque peu pour son bien, pour le bien de ses idées, pour le bien de ses projets. Bref, tout ça, ça se retrouve dans l'information en ligne. C'est toujours bon quand même d'être conscient que non seulement c'est pas tout vrai, mais en plus de ça, il y a différentes manières de qu'on nous transmet l'information de manière erronée. Ah voilà pour ce qui est de cet aspect. Encore là aussi dans les images, hein, tantôt je vous disais que, Google Images nous permet justement de filtrer un peu. Ben, il y a toutes sortes de manières aussi de recevoir des faussetés, même de manière iconographique. Donc, que ce soit des images ou vidéos truquées, sinon manipulées ou détournées, de l'hypertrucage, qu'on appelle en anglais les deepfakes, qui soient autant iconographiques, donc photos ou vidéos, du blanchiment d'informations, donc qu'on a beaucoup, beaucoup de misère finalement à retracer le tout, si bien qu'on y croit. Hem, les robots de propagande, ça existe déjà depuis belle lurette, mais ça a été vraiment, la technologie a amélioré énormément le système, donc le système est devenu beaucoup plus, présent. Le recyclage de vieilles nouvelles et de faux liens également ou pour des faux liens, hem donc, des informations qui est positive également, des nouvelles zombies, donc de vieilles faussées qui reviennent toujours. Là, on peut penser entre autres à Les Chevals. Donc, en espérant que vous n'ayez pas manqué le petit bout où ce que je disais que les chevals n'existaient pas. Bref, il y a toutes sortes d'exemples que je donne ici, donc que ce soit finalement Heu, cette, heu, cette information où certains chroniqueurs d'humeur, certains polémistes avaient, partagé cette photo. Là, je suis désolé, elle n'existe plus sur le web, il reste seulement cet article des décrypteurs. Donc, mais effectivement, les décrypteurs avaient fait enquête ou retrouvé en fait l'origine de cette photo, qui était dite photo du Mont-Royal au lendemain de la marche avec Greta Thunberg et donc certains chroniqueurs
dont je tairai les noms, mais avait récupéré cette photo en disant: «Ah, gang d'hypocrites, ils ont laissé le parc du Mont-Royal sans dessus dessous. C'est une gang de pollueurs qui marchent pour l'environnement et cetera. C'est une gang d'hypocrites», puis bla. Bref, c'est un exemple parmi tant d'autres. Finalement, c'était la récupération d'une photo, qui, finalement venait de Suisse selon les décrypteurs, bref, venait d'Europe et n'était même pas de l'année. Donc, faut juste faire attention des fois, hein, ce qu'on peut voir. Mais de part et d'autre, hein, donc c'est pas parce que c'est de gauche que c'est mieux. Exemple flagrant justement, l'ours polaire. Hem, cette photo-là avait été récupérée, donc un article justement pour nuancer un peu la véracité de la photo. Il y a beaucoup de gens qui avaient dit: «Ah mon Dieu, hey, preuve du réchauffement climatique, regardez le pauvre ours polaire, qui meurt à cause du réchauffement de la planète», et là, finalement, certaines personnes locales qui avaient dit: «Hey, calmez-vous un peu, il faut nuancer et on va parler un petit peu plus des raisons beaucoup plus crédibles, de cet ours polaire mal en point, donc qui finalement était plus mourant que d'autres choses et c'était pas vraiment à cause de la fonte des glaces. Et je ne suis pas en train de remettre en question le réchauffement climatique, la fonte des glaces, loin de là, mais il faut juste faire attention, de la désinformation, il s'en fait dans toutes les directions. Très bon outil quand même à connaître, 30secondes.org, sinon les décrypteurs, donc voilà, radiocanada.ca/décrypteur, barre oblique, excusez-moi, décrypteur, qui font un travail exemplaire de recherche très rigoureuse. Une visite minimalement hebdomadaire, est un bien pour l'âme et pour la culture. Donc, voilà pour ce qui est du vrai et du faux. Juste faire attention quand même, un petit exemple flagrant, oui, mais parmi tant d'autres. Oui, effectivement, le Facebook, le site de Québec fier, qui finalement ça avait été démontré, hein, que, par différents médias, donc, que ce soit un article de la presse ou que ce soit un article de Radio-Canada, qui soulignait, de quelle manière est-ce que Québec fier, finalement, avait été financé, avait reçu des fonds, d'un groupe de pression de l'Alberta, qui était particulièrement proche, donc oui, évidemment, du mouvement conservateur canadien et du mouvement pétrolier. Bon, la poule ou l'œuf, le caramel, dans la caramel, qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que, est-ce que le groupe de pression est davantage conservateur que proche du pétrole? À vous de voir. Ça, je ne trempe pas l'orteil dans ce débat. Mais, bref, un groupe de pression qui finalement vient financer un groupe de discussion qui, se dit tout simplement libre, et seulement, en faveur de la fierté du Québec et compagnie. Mais finalement, donc, c'est influencé. Alors, et c'est financé plus qu'influencé. Donc, et comme je vous dis, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il faut juste être très sensible à la présence, à l'existence de différents groupes de discussion, de partage d'informations qui se disent indépendants et qui ne le sont pas et qui sont finalement politisés directement. Voilà. Distinguer quand même aussi, également à travers toute cette recherche d'aspect éthique de l'information, ben là, il faut aussi évidemment, distinguer le plagiat de la tricherie. 2 choses évidemment à proscrire, autant en tant qu'étudiant, étudiante qu'en tant que professionnel. Mais, donc tricher selon Usito, donc, dictionnaire de l'Université de Sherbrooke, Usito, définit tricher comme étant enfreindre une règle, un usage, en enfreignant néanmoins de s'y conformer, versus plagier qui a emprunté à un auteur des fragments de son œuvre en s'en attribuant abusivement la paternité. Donc, toujours du Zito de l'Université de Sherbrooke. Alors, très, très important de distinguer tout de même les deux, même si les deux sont, sont deux approches proscrites dans un travail éthique, dans une remise éthique, ben évidemment, donc il faut quand même comprendre que de tricher, c'est d'enfreindre une règle, une manière de faire, un usage, euh, ben justement en faisant semblant que non, non, tout va bien. Donc ça, c'est vraiment tricher. Alors que plagier, ben plagier, c'est vraiment de copier soit une œuvre sur Internet, une œuvre dans un livre, ou tout simplement de copier sur le voisin, la voisine d'à côté. Remettre toutefois un travail qu'on a déjà remis pour une évaluation précédente et remettre comme si c'était une œuvre originale, une remise originale, ça, ce n'est pas du plagiat puisque c'est sa propre, on va dire Gepetto Tremblay, ne fait que remettre
une œuvre dont il est entièrement le ou la propriétaire, ben, Geppetto, donc on va le genrer dans ce cas-ci. Hem, mais toutefois, il triche parce qu'il fait semblant que c'est un nouveau travail. S'il voulait être totalement éthique dans sa remise, il pourrait dans ce cas-là remettre un travail en disant: «Travail remis dans le cadre de tel cours, telle session, à telle personne, que je vous remets ici». Prenez-le, s'il fait l'affaire, voilà. Ça, ce serait pas de la triche parce que là, il serait totalement transparent dans sa remise. D'où l'importance également, pour l'enseignant, l'enseignante de préciser que, on s'attend à recevoir des œuvres, heu, originales et de définir ce qu'est une œuvre originale. Du fait que non, non, c'est la première fois que tu remets cette œuvre, cet ouvrage. Donc, si tu me remets un texte, tu me remets pas un vieux texte que tu as recyclé de l'année passée ou d'il y a 2 ans. Donc voilà. Alors, petite distinction entre tricher et plagier. Le fait de travailler à 2 peut être de la triche sans être du plagiat. Pas parce qu'on travaille à 2 qu'on écrit exactement la même chose, mais ça peut être de la tricherie. Ah, petite distinction aussi. Donc, il faut juste bien sensibiliser nos étudiants et étudiantes afin qu'elles soient conscientes, heu, de ce qu'elles font, tout simplement. Donc, est-ce que Geppetto va se sentir, dans l'erreur s'il ne plagie pas, mais qu'il travaille avec quelqu'un d'autre, même s'il est pas supposé de le faire. Il se dit: «Mais je suis pas en train de plagier». Ah oui, mais tu un petit peu, tu es aussi en train de tricher. Donc malgré tout, tu es dans l'erreur. Alors, c'est bon de les sensibiliser. Fait que comment éviter le plagiat? Ben, toutes sortes de manières, évidemment. Ça, vous l'avez probablement déjà abondamment euh, mentionné ou répété à vos étudiants et étudiantes. Donc, commencer le travail d'avance, évidemment, relever les sources systématiquement, etc. Donc, maximiser les notes de bas de page, multiplier les sources distinctes. Maximiser les notes de bas de page, ça, en fait, je vous dirais que c'était souvent un aspect qui m'aidait beaucoup, beaucoup quand j'étais prof pour dire, écoutez, je ne veux rien retrouver dans votre bibliographie qui ne se retrouve pas dans vos notes de bas de page. Et toutes vos notes de bas de page doivent se retrouver en bibliographie. Minimalement, généralement, une note en bas de page par paragraphe, c'est un gros minimum. Disons que tu résumes l'idée de ta source dans ton paragraphe et tout ton paragraphe porte là-dessus. Parfait, mets-moi une note en bas de page à la fin de ton paragraphe. Juste question que tu me dises, le paragraphe tourne autour de cet ouvrage, de cette source, etc. Donc, ça peut être des bases qu'on leur impose au niveau collégial et généralement, lorsque j'avais affaire à des étudiants, étudiantes de deuxième, de troisième année, là, je recevais vraiment des il y en a des fois qui étaient découragés, mais en disant: «Mais mon Dieu, il y en a donc bien des notes en bas de page, c'est bien trop». Puis j'ai fait: «Non, non, non, tu arrives au niveau universitaire, bravo». Donc, voilà. Généralement, vraiment de jouer avec l'importance des notes en bas de page, ça peut aider. Donc multiplier les sources distinctes, de dire: «Ben, écoute, tu répètes pas plus que tant de fois, une note en bas de page, une source, diversifie tes sources». Ça là aussi, ça habitue, à la rigueur. Donc, oups, excusez-moi. Donc, voilà. Alors s'assurer que les sources médiagraphiques se retrouvent dans les notes en bas de page, garder en tête, si ce n'est pas ton opinion personnelle, donne-moi la source, tout simplement. Si ça vient pas de toi, d'où ça vient. Et surtout, 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 alors n'oubliez jamais l'existence de René Pierre. René Pierre Custeau, un de nos collègues au cégep de Sherbrooke, qui est SMTE, donc spécialiste en moyens techniques d'enseignement, communément appelé bibliothécaire, mais je tiens beaucoup à son titre local, qui est SMTE, et qui est là vraiment pour accompagner et aider les profs, comme les étudiants et étudiantes, qui donnent des ateliers à des groupes entiers. Donc, certains profs font déjà affaire avec lui, amènent, lui amène des groupes et lui les rencontre dans la salle de formation au centre des médias pour présenter soit la méthodologie de recherche, etc. Là. Donc, savoir chercher, savoir écrire, savoir présenter, savoir remettre, etc. Donc, une excellente source à interpeller. Donc, faites affaire avec René-Pierre Custeau, qui est là pour ça. C'est sa formation, c'est son métier, c'est ça. Il est là pour ça. Donc, voilà. Et donc, plagiat versus médias sociaux, ben, écoutez, heu, vraiment, faut garder en tête que c'est pas parce que c'est un média social que c'est mauvais, hein. C'est un média social peut être excellent également. Au tout début, à la naissance de Wikipédia, j'avais tendance à dire, que Wikipédia, je disais à mes étudiants étudiantes: «Wikipédia, c'est comme du junk food», de la malbouffe, excusez. Hem
ça peut boucher un trou, ça peut aider, pour un besoin urgent, heu, mais c'est une base, ça fait pas la vie entière. Ben, de nos jours, Wikipédia s'est énormément amélioré, hein, vers les années 2013-2014, la crédibilité de Wikipédia a monté en flèche, mais bref, les médias sociaux, c'est un peu le même principe. C'est un point de départ, ça va dépanner, mais ce n'est pas la base de tout. Par contre, c'est vraiment un beau point de départ. De la même manière que Wikipédia l'était, anciennement, puis l'est encore aujourd'hui, on peut aller sur un article de Wikipédia, dérouler vers le bas et voir toutes les sources. Et là, on a déjà une partie de la recherche de fait. On a une diversité de sources qui est incroyable, qui est déjà faite par des centaines, des milliers de personnes des fois. Mais bref, voilà. Alors les médias sociaux, c'est un peu le même principe. Alors, est-ce que c'est mal de citer les médias sociaux? Non, pas nécessairement, si on le fait de manière consciente. Et si on se sert des médias sociaux pour démarrer une recherche, ça peut être très, très bien aussi. Donc, est-ce que c'est une bonne source d'information? Oui, ça peut être une bonne source d'information si on est sensibilisé et si on fait attention à la théorie du vase clos, hein. Parce qu'évidemment, si on regarde dans nos médias sociaux personnels, le principe du vase clos, ou la chambre d'écho également, c'est un petit peu le même principe. Donc, ce qu'on appelle la chambre d'écho, c'est tout ce qu'on dit, rebondit. Ben, c'est un peu le même principe. Les médias un média social, ce que euh, c'est essentiellement, quand on parle du fameux algorithme, ben, essentiellement, c'est que plus que vous aimez certaines choses et plus vous lisez certaines choses, plus le média social ne vous offre que ces mêmes choses. Donc, vous allez toujours rester dans le même, dans la même direction idéologique, la même direction philosophique. On ne vous amènera pas ailleurs. La fameuse expression "think outside the box", oubliez ça pour les médias sociaux. Les décrypteurs ont fait un reportage excellent, vraiment, vraiment intéressant, euh, et frappant, pour ce qui est, de l'efficacité d'Instagram par rapport à Facebook, à quel point Instagram est encore plus rapide à profiler la chambre d'écho et vraiment à encarcaner l'utilisateur, l'utilisatrice dans sa chambre d'écho. Rapidement, la personne devient isolée dans sa propre chambre d'écho et ne voit rapidement que son propre pas son propre matériel à lui ou elle, mais son propre matériel, c'est-à-dire sa propre idée, sa propre philosophie. On l'oriente dans sa propre orientation, mais de manière exponentielle. Donc, il faut juste faire attention à ça. Parce que là, si on est déjà dans un média social qui est hyper personnalisé à nous et qu'on se dit: «Ah ben c'est crédible, j'ai regardé une couple de différentes sources que mon média, social m'offrait», bien évidemment, tout ce que le média social lui offre, c'est ce qu'il aime ou elle aime. Donc voilà. Alors quels sont les bons? Ben, en fait, c'est plutôt la sensibilité et l'éducation qui fait que ça peut être bon ou non. Mais oui, Facebook peut être très bien aussi. Twitter, évidemment, va être aussi très, très bien, mais sous-estimé souvent et sous-utilisé. Donc voilà. Alors, on serait rendu à la partie 2. Je vous invite à, changer de capsule vidéo. Si ça fait le tour pour vous au niveau des informations, je vous remercie beaucoup de votre écoute et n'hésitez surtout pas à faire appel à moi pour discuter d'un point ou un autre ou l'approfondir certains aspects qu'on a vus dans cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. Une bonne fin de journée.